Et si un bijou oublié détenait la clé d'une fortune d'1 milliard d'euros? Nous ne parlons pas d'un conte de fées. Nous parlons d'une histoire qui s'est déroulée au cœur de Paris. Une histoire de richesse inimaginable, de tragédie cachée et d'un secret resté en sommeil pendant plus de 2 décennies. D'un côté, Hélène Sterling, une milliardaire reclusantée par un passé douloureux. De l'autre, Maya Vance, une jeune serveuse luttant pour survivre avec pour seul bien un médaillon en argent terni. Leur monde était sur le point d'entrer en collision d'une manière que personne n'aurait pu prédire, prouvant que parfois les vérités les plus profondes ne se trouvent pas dans les coffres-forts des banques, mais dans les souvenirs que nous portons autour de notre cou. L'air chez Lumière, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, était chargé de l'odeur d'huile de truffe et d'argent discret. Les conversations étaient des murmures, le tintement de l'argenterie sur la porcelaine, une symphonie d'indifférence. Pour le personnel, c'était un numéro de haute voltige consistant à anticiper les caprices de l'élite de la ville. Pour les clients, c'était simplement un mardi. Mais pour Hélène Sterling, c'était un jour de fantôme. Assise seule dans une alcôve tapissée de velours, elle était une figure imposante, même dans son immobilité. À 82 ans, sa colonne vertébrale était aussi droite que l'acier qui formait l'épine dorsale de l'empire Sterling qu'elle avait bâti avec son défunt mari, Arthur. Ses cheveux argentés étaient enroulés en un chignon élégant. Son tailleur Chanel était immaculé, et la broche en diamant à son revers valait plus que le restaurant lui-même. Pourtant, une profonde tristesse émanait d'elle, un froid qu'aucune richesse ne pouvait réchauffer. C'était aujourd'hui le 25e anniversaire du jour où sa fille Liliane était sortie de sa vie pour toujours. Une dispute, venimeuse et finale, à propos d'un garçon, un artiste sans le sous-nommé Jacques Sullivan. Hélène, dans son orgueil et sa fureur, lui avait posé un ultimatum. La fortune familiale ou le garçon. Liliane, le visage strié de larmes qui hantait encore les rêves d'Hélène, avait choisi le garçon. Elle était partie avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et un petit médaillon sentimental qu'Hélène lui avait offert pour son 16e anniversaire. Puis le silence. Pendant 25 ans, il n'y avait eu qu'une blessure béante et silencieuse dans la vie d'Hélène. Encore de l'eau. Hélène cligna des yeux, tirée du bourbier de ses souvenirs. Une jeune femme se tenait à côté de sa table, une carafe en verre à la main. Elle était menue, avec des yeux fatigués qui contenaient une lueur de résilience. Son uniforme était propre, mais effiloché au poignet, et quelques mèches de cheveux châtains s'étaient échappées de son chignon serré. Elle ressemblait à un millier d'autres filles dans cette ville, luttant pour rester à flot. Hélène hocha simplement la tête, le regard lointain. La jeune fille, dont le badge indiquait Maya, versa l'eau d'une main sûre, ses mouvements économiques et exercés. Alors qu'elle se penchait légèrement pour remettre la carafe sur son plateau, quelque chose attira la lumière. Suspendu à un simple cordon de cuir usé autour de son cou se trouvait un petit médaillon en argent. Ce n'est pas l'argent qui coupa le souffle à Hélène. C'était le dessin. Un saule pleureur exquisément détaillé était gravé sur sa surface, ses branches tombant avec une tristesse familière. Et niché parmi les feuilles, si petit que c'en était presque un secret, se trouvait un unique éclat de saphir, positionné exactement là où une larme tomberait de la branche la plus basse. Le cœur d'Hélène ne manqua pas seulement un battement. Il frappa contre ses côtes avec la force d'un bélier. Son sang se glaça. Le bruit du restaurant s'estompa en un rugissement sourd. Les fleurs parfaitement arrangées sur sa table devinrent floues. Il n'y avait qu'un seul médaillon comme celui-là dans le monde entier. Elle l'avait commandé elle-même à un joaillier privé à Genève. Elle avait esquissé le dessin elle-même, un symbole de la beauté douce amère et de la tristesse de la vie qu'elle avait voulu que sa fille comprenne. Le minuscule saphir était une touche personnelle, un secret entre elles. « Pour tes larmes, ma chérie », avait-elle dit à Liliane. « Pour que tu saches que même la tristesse peut être belle et précieuse. » La main d'Hélène, ornée d'une formidable bague en diamant, vola à sa bouche. Un son étouffé, un sanglot étranglé, s'échappa de ses lèvres. Un barrage de sang-froid soigneusement construit et fortifié par 25 ans de deuil se brisa en 1 million de morceaux. Maya se redressa, surprise par le son. « Madame, tout va bien? Avez-vous besoin d'un médecin ?» Mais Hélène ne pouvait pas parler. Ses yeux étaient fixés sur le médaillon, cet objet impossible et fantomatique reposant contre la clavicule d'une pauvre serveuse. Des larmes, chaudes et inconnues, coulèrent sur ses joues poudrées, traçant des chemins à travers le maquillage qu'elle portait comme une armure. Elle ne voyait pas la serveuse, mais sa Liliane, à 16 ans, riant alors qu'elle attachait le collier autour de son cou pour la première fois. Elle entendit sa propre voix, remplie d'un amour qu'elle avait plus tard trahi par orgueil. Sa main trembla alors qu'elle tendait le bras, non pas vers la fille, mais vers le médaillon. Sa voix était un murmure rauque et brisé, un son que personne à la Sterling Corporation n'avait jamais entendu. « Où avez-vous eu ça ?» Le restaurant tout entier sembla tomber dans le silence.
Les convives se tournèrent pour regarder. Le directeur, un homme perpétuellement nerveux nommé Monsieur Dubois, commença à se précipiter. Mais tout ce que Maya vit, ce furent les yeux désespérés et remplis de larmes de la formidable vieille femme. Ses propres yeux s'écarquillèrent de confusion et d'une lueur de peur. Elle serra instinctivement le médaillon, son seul lien tangible avec une mère dont elle se souvenait à peine. « C'était à ma mère, » dit Maya, sa voix douce mais claire. « C'est tout ce que j'ai d'elle. » Les mots frappèrent Hélène avec la force d'un coup physique. « À ma mère. » Le monde bascula sur son axe. Le passé n'était pas seulement un souvenir. Il se tenait juste en face d'elle, lui servant de l'eau. Le fantôme qu'elle pleurait avait laissé un écho. Hélène Sterling, le titan de l'industrie, la matriarche inébranlable, laissa échapper un cri déchirant qui résonna dans la salle à manger opulente. C'était un son de 25 ans de douleur, de regret, et d'une soudaine, terrifiante, impossible lueur d'espoir. La scène chez Lumière avait été chaotique et les murmures des autres clients s'étaient transformés en un bourdonnement d'indiscrétion à peine voilé. Monsieur Dubois avait volté autour d'eux, totalement inutile, offrant des sels et de l'eau, tandis qu'Hélène, guidée par un instinct primaire qu'elle n'avait pas ressenti depuis des décennies, avait insisté pour que Maya l'accompagne. Elle ne laisserait pas la jeune fille ou le médaillon hors de sa vue, comme si en les quittant des yeux, il pourrait se dissoudre dans l'air comme un mirage. Stupéfaite et dépassée, se sentant comme un personnage dans un rêve étrange, Maya s'était retrouvée escortée hors du restaurant, dépassant les clients ébahis, et installée dans l'intérieur en cuir moelleux d'une Rolls-Royce fantôme noire, son fragile tablier de travail encore noué autour de sa taille. Le trajet silencieux à travers les rues animées de Paris était une torture feutrée. Maya pouvait sentir le regard intense d'Hélène sur elle, un regard qui ne la scrutait pas, mais qui semblait chercher quelque chose de profondément perdu en elle. L'hôtel Sterling sur l'avenue Foch n'était pas une maison. C'était un mausolée dédié à une vie à moitié vécue, un monument de marbre et de dorure. Les sols en marbre poli reflétaient leurs silhouettes comme des fantômes alors qu'ils marchaient, leurs pas faisant écho dans le silence oppressant. Des portraits d'ancêtres au visage sévères les jugeaient depuis les murs, et l'air était stérile, imprégné de l'odeur de cire au citron et de vieil argent. Pour Maya, qui vivait dans un minuscule de pièce à Saint-Denis, avec un robinet qui fuyait et une vue sur un mur de briques, c'était comme débarquer sur une autre planète, un royaume si éloigné de sa réalité qu'il en devenait suffocant. Hélène la conduisit dans un salon caverneux, son sang-froid partiellement restauré, mais ses yeux toujours cerclés de rouge et intensément fixés sur Maya. Elle avait peu parlé dans la voiture, son chauffeur, un homme stoïque nommé Charles, maintenant un silence discret et professionnel. « S'il vous plaît, » dit Hélène, sa voix tremblant encore alors qu'elle désignait un canapé en brocart de soie. « Asseyez-vous. » Avant que Maya ne puisse traiter ce qui se passait, les doubles portes s'ouvrirent et un homme et une femme entrèrent. L'homme avait la cinquantaine avancée, avec les traits fins d'Hélène, mais aucune de sa flamme. Ses yeux étaient froids et calculateurs. La femme à ses côtés était plus jeune, impeccablement vêtue, son visage un masque de dédain poli. « Mère, » dit l'homme, sa voix douce mais teintée d'une irritation sous-jacente. « Nous avons reçu votre message. Que signifie tout ceci? Charles a dit que vous aviez quitté Lumière dans un état second. Et qui est-ce? » Il fit un geste dédaigneux vers Maya. « Robert, Catherine, voici. » Hélène fit une pause, le mot s'étranglant dans sa gorge. Cette jeune femme, son nom est Maya Vance. Elle était serveuse au restaurant. Robert Sterling, PDG de Sterling Corporation, et sa femme, Catherine, échangèrent un regard d'incrédulité totale. « Vous avez ramené une serveuse à la maison ?» demanda Catherine, sa voix dégoulinant de condescendance. « Est-ce un nouveau projet caritatif ?» Hélène l'ignora. Son attention était entièrement tournée vers Maya. « Montrez-leur » ordonna-t-elle doucement. « Montrez-leur le médaillon. » Hésitante, Maya sortit le cordon de cuir de sous le col de son uniforme. Le saule pleureur en argent sembla absorber la lumière du lustre de cristal, son minuscule saphir scintillant comme une étoile lointaine. Le calme professionnel de Robert se fractura une seconde. Il fit un pas de plus, ses yeux se plissant. Catherine halta, une main volant à ses lèvres parfaitement glossées. Ils le reconnurent tous les deux. Ils l'avaient vu sur de vieilles photographies de famille, entendu les histoires de la défiance de Liliane. C'était le symbole du plus grand schisme de la famille. « C'est impossible », déclara Robert sèchement, reprenant son sang-froid. « C'est une réplique. Une très bonne, je l'admets. Où l'avez-vous trouvée, jeune fille? Chez un prêteur sur gage? Un antiquaire? C'était à ma mère, répéta Maya, sa voix plus ferme cette fois. Elle était effrayée et confuse, mais un instinct protecteur pour la mémoire de sa mère commençait à se manifester. Elle me l'a donnée. Et qui était votre mère? Insista Robert, lui tournant autour comme un procureur. Son nom était Liliane, dit Maya doucement.
Liliane Vance. Le nom frappa la pièce comme une grenade. Catherine s'affaissa sur une chaise voisine. Le visage de Robert devint pâle, puis rougit de colère. Hélène laissa échapper un autre sanglot doux, s'agrippant à l'accoudoir de sa chaise. Liliane Sterling la corrigea Hélène, la voix épaisse d'émotion. Le nom de ma fille était Liliane Sterling. C'est une arnaque, lança Robert, pointant un doigt accusateur sur Maya. C'est une tentative évidente et pathétique d'escroquer une vieille femme en deuil. Cette fille a découvert l'histoire du médaillon, en a fait faire une copie et a concocté ce conte de fées. Robert, regarde-la, plaida Hélène, ses yeux cherchant le visage de Maya. Elle a les yeux de Liliane, la forme de son visage. Elle a les cheveux bruns et les yeux marrons, mère. Comme quelques millions d'autres personnes dans cette ville, rétorqua-t-il. Tu laisses le sentimentalisme obscurcir ton jugement. 25 ans de silence et maintenant, une serveuse opportunément orpheline avec une copie parfaite du médaillon apparaît. C'est absurde. Maya sentit une vague d'indignation. Je n'essaie d'escroquer personne. Je ne savais même pas qui vous étiez il y a une heure. Ce médaillon est tout ce que j'ai. Mes parents. Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 4 ans. J'ai été élevé en foyer d'accueil. Ces mots, censés clarifier la situation, ne firent qu'attiser le feu de Robert. Comme c'est pratique, ricana-t-il. Pas de parents pour vérifier l'histoire, pas de dossier, juste une histoire larmoyante et un morceau de métal. Il se tourna vers sa mère, son ton passant d'agressif à paternaliste. Mère, tu es vulnérable aujourd'hui. Cette personne en profite. Laisse-moi m'en occuper. Je vais demander à notre équipe de sécurité de la raccompagner dehors, et notre service juridique s'assurera qu'elle ne vous importune plus jamais. Hélène était déchirée. L'espoir brut et désespéré qui avait fleuri dans sa poitrine était maintenant étouffé par les lianes de la logique et du cynisme froid de son fils. Était-ce possible? N'était-elle qu'une vieille folle si désespérée de réécrire le passé qu'elle tomberait dans le piège du premier escroc venu? Elle regarda le visage sincère et effrayé de Maya. Puis elle regarda le médaillon, l'objet de tant de douleur et maintenant de tant de confusion. Non, dit Hélène, sa voix retrouvant une parcelle de sa fermeté habituelle. Elle ne sera pas raccompagnée dehors. Elle restera ici, en tant que notre invitée. Mère, c'est de la folie, protesta Catherine. Je ne suis pas folle, rétorqua Hélène, son regard réduisant sa belle-fille au silence. Je suis pleine d'espoir, et je ne jetterai pas la première lueur que j'ai eue en 25 ans parce que vous en avez peur. Elle tourna son regard perçant vers Robert. Tu veux des preuves? Très bien, nous aurons des preuves. Nous ne regarderons pas à la dépense. Nous engagerons les meilleurs enquêteurs. Nous effectuerons un test ADN. Nous découvrirons la vérité, quelle qu'elle soit. Elle regarda ensuite Maya, son expression s'adoucissant en un mélange complexe d'autorité, de supplication et de douleur. Vous resterez ici, dans cette maison. On vous donnera une chambre, des vêtements, tout ce dont vous aurez besoin. En retour, vous coopérerez pleinement à notre enquête. Acceptez-vous ces conditions? Maya était prise dans un tourbillon. Une matriarche milliardaire prétendait être sa grand-mère. Un homme en colère et suspicieux la traitait de menteuse. Elle se tenait dans une maison plus grande que tout ce qu'elle avait osé rêver, se voyant offrir une vie qu'elle ne pouvait pas comprendre. Mais tout ce qu'elle voulait, c'était protéger la mémoire de sa mère. Si ces gens étaient vraiment sa famille, elle avait le droit de savoir. Et s'ils allaient traiter sa mère de menteuse, elle avait le devoir de leur prouver qu'ils avaient tort. Prenant une profonde inspiration, elle regarda directement Hélène Sterling et hocha la tête. « J'accepte. » Robert regarda la scène, son visage un masque de fureur contenue. Il ne s'agissait pas seulement de protéger sa mère d'une arnaque. Il s'agissait de protéger son héritage, sa position, l'ordre de son univers. Toute sa vie avait été consacrée à être le fils dévoué, l'héritier apparent qui avait nettoyé le désordre que sa sœur fugueuse avait laissé derrière elle. L'apparition d'une nouvelle héritière potentielle, une descendante directe de la fille perdue et adorée, était une menace d'une ampleur existentielle, une faille sismique sous les fondations de sa vie. Tandis qu'Hélène demandait à sa gouvernante de montrer à une Maya déconcertée une suite d'invités, Robert passa un appel discret dans le couloir, son corps tourné pour que ses lèvres soient presque contre le mur lambrissé. « David, dit-il dans son téléphone, sa voix basse et menaçante. J'ai une situation délicate. J'ai besoin que vous enquêtiez sur une jeune femme nommée Maya Vance. Je ne veux pas seulement la vérité. Je veux que vous trouviez de la saleté. Je veux que vous prouviez au-delà de tout doute raisonnable qu'elle est une fraude. Quoi qu'il en coûte. » La bataille pour l'héritage Sterling avait commencé. Les jours qui suivirent furent un mélange surréaliste de luxe et de suspicion, une existence suspendue dans une brume dorée de méfiance.
Maya fut logée dans une suite d'invités plus grande que tout son appartement, avec des draps de soie qui semblaient froids contre sa peau, un dressing rempli de vêtements que Catherine avait commandé à contre-cœur, et une salle de bain en marbre du sol au plafond où sa propre image lui semblait celle d'une étrangère. Un chef privé préparait ses repas, des plats exquis qu'elle mangeait seule dans une salle à manger formelle, se sentant plus comme une prisonnière en observation qu'une invitée d'honneur. Le personnel était poli mais distant, clairement informé de son statut ambigu, leurs yeux la suivant avec une curiosité prudente. Robert et Catherine la traitaient avec un dédain glacial, leur regard perçant la suivant chaque fois qu'elle s'aventurait hors de sa chambre, la faisant se sentir comme une intruse, une tache sur leur monde immaculé. La seule chaleur venait d'Hélène. La matriarche, ignorant les objections véhémentes de Robert, insistait pour passer du temps avec Maya chaque jour. Au début, leur conversation était guindée, maladroite. Hélène, poussée par un besoin désespéré de confirmation, criblait Maya de questions. « Parlez-moi de votre mère », disait-elle, la voix tendue d'anticipation alors qu'elles étaient assises dans la véranda inondée de soleil du manoir. « De quoi vous souvenez-vous ?»« Pas grand-chose », admettait Maya, serrant une tasse de thé qu'elle était trop nerveuse pour boire. « Je n'avais que 4 ans. Je me souviens de son odeur, un mélange de lavande et de diluant à peinture. Je me souviens de son rire. Il était fort. Et je me souviens qu'elle me chantait une chanson, une berceuse sur un oiseau moqueur. » Les yeux d'Hélène s'emplissaient de larmes. « Fais dodo, colla mon petit frère. » Elle murmurait la vieille berceuse française, un fantôme douloureux sur ses lèvres. Je chantais ça à Liliane. Maya partageait les images fragmentées qui formaient le collage de sa petite enfance. Un petit appartement lumineux rempli de toiles, le goût des fraises, la sensation d'être tenue dans des bras forts et réconfortants qu'elle savait appartenir à son père. Elle savait que son nom était Jacques et qu'il était artiste. C'était tout ce qu'elle avait. En retour, Hélène, hésitante au début, commença à ouvrir les chambres verrouillées de sa propre mémoire. Elle parlait de Liliane non pas comme la fugueuse rebelle, mais comme l'enfant vibrante qu'elle avait adorée. Elle avait votre détermination, dit Hélène à Maya un après-midi, en étudiant son visage. Quand elle avait 7 ans, elle a décidé qu'elle voulait construire une cabane dans un arbre. Arthur et moi lui avons dit que c'était trop dangereux. Le lendemain matin, nous l'avons trouvée à 6 mètres de hauteur dans le vieux chêne, avec un marteau et un sac de clous, donnant des ordres au jardinier. Elle avait déjà posé la première planche. Un sourire rare et authentique effleura les lèvres d'Hélène. Maya se surprit à sourire en retour. Dans ces moments, le manoir caverneux ressemblait un peu moins à une cage. Elle voyait au-delà de la milliardaire et entrevoyait la mère en deuil. Hélène, à son tour, voyait au-delà de la pauvre serveuse et entrevoyait l'esprit de la fille qu'elle avait perdue. Un lien fragile et hésitant commença à se former entre elles, tissé de souvenirs partagés d'une femme qu'elles avaient toutes deux aimée. Un pont délicat jeté par-dessus un abîme de chagrin et de temps. Pendant ce temps, l'enquête de Robert se déroulait avec une efficacité impitoyable. Il avait engagé Julien David, un avocat d'affaires de haut vol connu pour sa discrétion et son talent de démolisseur. David n'était pas un détective privé au sens traditionnel du terme. C'était un tueur de réputation. Son équipe a envahi la vie de Maya comme une armée invisible. Ils ont interrogé son propriétaire, ses collègues chez Lumière, ses anciennes familles d'accueil et ses professeurs à l'IUT où elle suivait des cours du soir. Ils ont fouillé ses finances, ses réseaux sociaux, ses dossiers de jeunesse scellés. Ils cherchaient un seul faux pas, un mensonge, un soupçon de tromperie qui pourrait être amplifié en une condamnation de son caractère. Robert recevait des mises à jour quotidiennes dans son bureau élégant de la tour Sterling. « Elle est propre », rapporta David par téléphone, une note de frustration professionnelle dans la voix. Presque ridiculement propre. Aucune dette à part des prêts étudiants. Pas de casier judiciaire. Son parcours en foyer est triste mais stable. Elle est sortie du système, a trouvé un travail, un appartement. Tout le monde dit la même chose. Elle est calme, travailleuse et discrète. Ce n'est pas pour ça que je vous paie, David, gronda Robert. Les gens propres ont des secrets. Trouvez-les. Et le médaillon? D'où vient-il? C'est l'impasse, admit David. Il n'y a aucune trace de lui. Il n'apparaît dans aucune base de données de prêteurs sur gage. Ses parents d'accueil confirment qu'elle l'a depuis son arrivée chez eux quand elle était enfant. Il était listé comme son seul bien personnel. Le formulaire d'admission de l'assistante sociale d'il y a 21 ans note un médaillon en argent sur un cordon de cuir, cabossé. Cette nouvelle, qui aurait dû valider les espoirs d'Hélène, ne fit que renforcer la détermination de Robert. Si les faits ne lui donnaient pas l'histoire qu'il voulait, il devrait la créer. Changer d'angle, ordonna Robert. Enquêter sur les relations connues de ma sœur il y a 2 décennies. Plonger dans la scène artistique du Marais à cette époque. Chercher des traces d'un certain Jacques Sullivan.
Et je veux que vous trouviez tous les faussaires de bijoux et artistes de répliques haut de gamme de la région parisienne. Quelqu'un, quelque part, c'est quelque chose. Creusez plus profond. Alors que Robert s'affairait à enterrer le passé sous un monticule de doutes fabriqués, Hélène tentait de le ressusciter. Un soir, elle emmena Maya dans une partie du manoir qui était restée fermée à clé pendant 25 ans. L'ancienne chambre de Liliane. L'air à l'intérieur était vicié, une capsule temporelle de la vie d'une adolescente des années 90. Des affiches de groupes de rock étaient encore sur les murs. Une pile de livres de Simone de Beauvoir et d'Albert Camus reposait sur la table de chevet, et une délicate couche de poussière recouvrait tout, préservant la pièce comme une tombe. Hélène se dirigea vers le placard et en sortit un grand portfolio relié en cuir. Liliane n'était pas seulement une jeune fille rebelle qui était tombée amoureuse d'un artiste, dit Hélène, sa voix épaisse de larmes contenues. Elle était une artiste brillante. Elle ouvrit le portfolio sur le lit. Il était rempli de croquis, de fusains et d'aquarelles. Ils étaient d'une qualité à couper le souffle. Il y avait des portraits de la famille, des paysages urbains de Paris, des expressions abstraites de couleurs et d'émotions, et parmi eux, des dizaines de croquis d'un jeune homme aux yeux intenses et au sourire doux. « Voici Jacques, » dit Hélène, son doigt traçant son portrait. « Je ne lui ai jamais laissé sa chance. J'ai vu ses vêtements usés et la peinture sous ses ongles, et je l'ai jugé. J'ai refusé de voir ce que Liliane voyait. » Maya fixa le dessin de l'homme qu'elle savait être son père. C'était la première fois qu'elle voyait vraiment son visage. Des larmes piquèrent ses yeux alors qu'elle regardait du dessin à la signature de l'artiste dans le coin, elle, Sterling. Puis Hélène sortit un dernier croquis. C'était un dessin du médaillon, mais à côté se trouvaient des notes et des idées de conception. Différents types d'arbres, différents emplacements pour la pierre précieuse. Et en bas, dans l'écriture élégante de Liliane, se trouvaient les mots « Un saule pleureur pour maman », un saphir pour ses larmes, un secret juste pour nous. Elle m'a aidé à le concevoir, murmura Hélène, laissant finalement tomber une larme. J'avais oublié. Ce n'était pas seulement mon cadeau pour elle. C'était notre création. Pour Maya, c'était plus puissant que n'importe quel test ADN. C'était un fil tangible reliant 3 générations de femmes. Elle tendit la main et posa sa main sur celle d'Hélène. Pour la première fois dans cette chambre poussiéreuse et oubliée, elle n'était pas une milliardaire et une serveuse. Elles étaient une grand-mère et une petite-fille, unies dans leur chagrin et leur amour pour la femme qui les liait. L'espoir dans la pièce était si palpable, si réel. C'était une chose vivante. Mais à des kilomètres de là, dans un bureau sombre, Julien David était au téléphone, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Je l'ai trouvé, » dit-il à Robert. Un prêteur sur gage à Clichy. Un joueur dégénéré avec une mémoire terrible. Pour le bon prix, sa mémoire peut devenir tout ce dont nous avons besoin. Pour comprendre le présent, Hélène savait qu'elle devait exhumer complètement le passé. Le test ADN était en attente, un simple frottis buccal de Maya et un échantillon du propre laboratoire d'Hélène, mais les résultats semblaient secondaires par rapport à la vérité émotionnelle qui se déployait entre elles, un tissu délicat de souvenirs et de regrets partagés. L'histoire de Liliane et Jacques n'était plus un chapitre interdit de l'histoire de la famille Sterling. C'était la genèse de l'existence de Maya. La reconstituer devint l'obsession d'Hélène, une pénitence pour ses années d'ignorance volontaire. Elle engagea une équipe d'enquêteurs privés discrets et compatissants, une approche radicalement différente du bulldozer que son fils avait à sa solde. Leur tâche n'était pas de trouver de la saleté, mais de trouver l'histoire, la véritable histoire, aussi douloureuse soit-elle. Lentement, à travers de vieux registres, des amis oubliés et les archives poussiéreuses de la ville, le portrait de 2 jeunes amoureux prit forme. Liliane Sterling avait rencontré Jacques Sullivan, non pas lors d'un gala de la haute société, mais dans une soupe populaire à Belleville, où elle faisait du bénévolat en cachant son identité. Elle fut attirée par son intensité tranquille et le talent brut et non poli qu'elle vit dans les croquis qu'il faisait sur des serviettes en papier. Il était un artiste au sens le plus pur, animé non pas par la gloire ou l'argent, mais par un besoin insatiable de capturer le monde sur la toile. Il vit au-delà de ses vêtements de marque, qu'elle essayait de minimiser, et vit l'âme solitaire et passionnée en dessous. Leur histoire d'amour fut un tourbillon de rendez-vous secrets dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, de promenades nocturnes à travers Montmartre et d'heures passées dans son petit atelier encombré, un espace qui sentait la térébenthine et les possibles. Pour Liliane, c'était une évasion de sa cage dorée. Jacques lui montra un monde d'authenticité et de lutte, un monde où la valeur ne se mesurait pas en portefeuille d'action, mais en intégrité artistique. Pour Jacques, Liliane était une muse, une touche de couleur vibrante dans sa vie monochrome de pauvreté. Les enquêteurs trouvèrent un des vieux amis de Jacques, un galeriste maintenant prospère nommé Marc Thorne. Au cours d'une réunion sobre dans sa galerie du Marais, il brossa un tableau vivant pour Hélène et Maya. Jacques était un vrai de vrai, dit Marc, les yeux lointains.
De mémoire. Il avait un don. Mais il était fier, obstinément fier. Quand il est tombé amoureux de Lily, il était terrifié. Il savait qui elle était. Elle a fini par le lui dire, et il a été catégorique sur le fait qu'il ne prendrait jamais un centime de sa famille. Il voulait réussir par lui-même, être digne d'elle par ses propres moyens. La confrontation inévitable avec Hélène fut exactement comme elle s'en souvenait, une tempête d'orgueil et de préjugés. Je l'ai traité de chasseur de fortune, avoua Hélène à Maya, la voix lourde de honte. Je l'ai menacé de lui couper les vivres. Je pensais vraiment qu'elle choisirait le confort et la sécurité que je pouvais lui offrir. Je n'ai jamais imaginé que son amour pour lui était plus fort que sa peur du monde. Après la dispute, Liliane et Jacques disparurent. Ils ne s'évanouirent pas dans la nature, comme Hélène s'était permis de le croire. Ils disparurent simplement de son monde. Ils déménagèrent dans une petite ville en dehors de Paris, un endroit appelé Barbizon, connu pour sa communauté artistique florissante. Jacques accepta des petits boulots, menuiserie, peinture en bâtiment, pour payer les factures, et peignait fiévreusement la nuit. Liliane, pour la première fois de sa vie, apprit à vivre avec un budget limité. Elle prit le nom de Vance, le nom de jeune fille de sa propre mère, un petit acte de rébellion et un moyen de construire une vie à l'abri de l'ombre des Sterling. Les enquêteurs trouvèrent leur ancien appartement, un petit loft au-dessus d'une librairie. Ils trouvèrent des gens qui se souvenaient d'eux. La bibliothécaire locale se souvint d'une jeune femme brillante et gentille nommée Lily, qui dévorait les livres d'histoire de l'art. Un vieux quincaillier se souvint de Jim, l'artiste tranquille qui était doué de ses mains et payait toujours en espèces. Et puis vint la découverte la plus importante. Un certificat de naissance de l'hôpital Saint-Luc à Fontainebleau. Maya Liliane Vance, née le 12 octobre 2000. Mère, Liliane Vance. Père, Jacques Sullivan. Hélène tint la copie du document dans ses mains tremblantes. Le noir et blanc bureaucratique, plus chargé d'émotion que n'importe quelle peinture. C'était réel. Tout était réel. Les enquêteurs découvrirent également la fin tragique de l'histoire. Par une nuit pluvieuse de mars 2005, Jacques avait enfin eu sa chance. Une galerie à Paris avait accepté d'exposer son travail. Lui et Liliane revenaient de la ville, remplis d'espoir pour l'avenir. Maya, âgée de 4 ans, était avec une baby-sitter. Selon le rapport de police, un conducteur ivre dévia de sa trajectoire sur une route sombre et glissante. La collision fut catastrophique. Ils furent tués sur le coup. Le rapport détaillait les effets personnels récupérés sur les lieux. Parmi les affaires de Liliane se trouvait un portefeuille contenant quelques euros, une carte de bibliothèque et une photo usée et pliée d'un bébé. Parmi celles de Jacques, une lettre de la galerie lui offrant sa première exposition solo. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Le rapport des services sociaux de cette nuit-là détaillait comment la petite Maya Vance, orpheline, avait été confiée à l'aide sociale à l'enfance. Son seul bien listé était le médaillon que sa mère s'était assurée qu'elle portait. Pour Maya, l'histoire fut une révélation. Ses parents n'étaient plus des concepts abstraits. C'étaient de vraies personnes qui s'étaient aimées farouchement et l'avaient aimé assez pour lui construire une vie loin d'un monde qu'il savait les jugerait. La pauvreté et la lutte de son enfance furent recontextualisées, non pas comme une tragédie, mais comme la conséquence d'une grande histoire d'amour. Le médaillon n'était plus seulement un souvenir. C'était un testament de cet amour, un héritage de défis et de dévotion. Le chagrin d'Hélène était profond, mais c'était un chagrin différent maintenant. La douleur aiguë et amère du rejet et de la colère fut remplacée par le chagrin profond et lancinant de l'occasion manquée. Elle n'avait pas seulement perdu sa fille. Elle l'avait rejetée. Elle avait laissé son orgueil la priver des dernières années de Liliane, de la chance de connaître le brave homme qu'elle aimait, d'être là pour la naissance de sa propre petite fille. Le poids de ce regret était écrasant. « J'aurais pu les aider », murmura-t-elle à Maya, des larmes coulant sur son visage alors qu'elles étaient assises avec la pile de documents et de photographies étalées devant elles. « J'aurais pu soutenir son article. J'aurais pu te connaître. J'ai eu tellement tort, tellement têtu, et tellement tort. » Maya, voyant la douleur brute et sans phare de la vieille femme, ressentit une vague d'empathie qui la surprit. Elle tendit la main et prit celle de sa grand-mère. « Vous ne saviez pas, dit-elle doucement. Mais vous savez maintenant. Nous savons maintenant. » À cet instant de chagrin partagé, le dernier mur entre elles s'effondra. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait guéri une blessure qui s'était infectée pendant un quart de siècle. Les résultats ADN, qui arrivèrent le lendemain et confirmèrent avec une certitude de 99,99% que Maya était la petite fille d'Hélène, ne semblèrent qu'une simple formalité. Hélène convoqua une réunion de famille d'urgence. Elle était prête à accueillir Maya dans la famille, officiellement et publiquement. Elle était prête à réparer les torts du passé. Mais Robert Sterling avait une histoire différente qu'il se préparait à raconter.
L'atmosphère dans la grande bibliothèque de l'hôtel Sterling était lourde de tension. D'épais rideaux de velours étaient tirés contre le soleil de l'après-midi, et la seule lumière provenait d'une lampe de banquier à abat-jour vert sur le bureau massif en acajou. Hélène était assise derrière, une reine sur son trône, avec Maya assise légèrement à sa gauche, une présence calme mais nouvelle. De l'autre côté du bureau, Robert et Catherine étaient assis raidement, leurs visages impassibles, comme des masques de cire. « J'ai les résultats », annonça Hélène, sa voix résonnant d'une force nouvelle. Elle fit glisser un dossier sur le bois poli. Le test ADN confirme que Maya est la fille de Liliane. C'est ma petite fille. Maya sentit une vague de soulagement si profonde qu'elle faillit lui donner le vertige. C'était officiel. Le doute, la suspicion, tout était fini. Robert, cependant, ne jeta même pas un coup d'œil au dossier. Il se contenta de sourire, un sourire fin et froid qui n'atteignit pas ses yeux. L'ADN n'est pas pertinent, mère, dit-il calmement. Hélène recula, comme si elle avait été frappée. Non pertinent? C'est une preuve scientifique. La science peut être trompée, contra Robert, posant son propre dossier, bien plus épais, sur le bureau. Mais une histoire documentée de tromperie est beaucoup plus difficile à contester. Je vous avais dit que je mènerais ma propre enquête pour protéger cette famille. Je crains que mes découvertes ne brossent un portrait très différent de Mademoiselle Vance. Il ouvrit son dossier. C'est le travail de Julien David, un homme dont la rigueur est irréprochable. Il a découvert ce que vos enquêteurs sentimentaux ont manqué. Il fit glisser une photographie brillante sur le bureau. Elle montrait une image granuleuse de caméra de surveillance d'un homme au visage visiblement usé, debout derrière le comptoir d'une boutique à l'aspect miteux. « Voici monsieur Alain Finch », commença Robert, sa voix dégoulinant d'une gravité théâtrale. Il est le propriétaire des « Curiosités Finch », une boutique de prêteurs sur Gage à Clichy. Monsieur Finch a un problème de jeu et une mémoire remarquablement vive lorsqu'elle est correctement incitée. Il se souvient d'une jeune femme venue dans sa boutique il y a environ 6 mois. Une jeune femme qui ressemblait, dit-il, exactement à elle. Il fit un geste vers Maya. Le cœur de Maya commença à battre la chamade. Je ne suis jamais allé chez un prêteur sur Gage à Clichy. Robert l'ignora. Cette jeune femme a vendu quelques babioles bon marché et a passé beaucoup de temps à regarder sa collection de bijoux anciens. Elle était particulièrement fascinée par un vieux médaillon en argent, un médaillon avec un saule pleureur dessus. Monsieur Finch a fourni une déclaration sous serment à cet effet. Il sortit un document notarié. Il déclare qu'elle a acheté le médaillon pour 85 €. Une pièce intéressante, a-t-il dit, mais sans grande valeur réelle. C'est un mensonge, s'exclama Maya en se levant. Ma mère m'a donné ce médaillon. S'il vous plaît, laissez-moi finir, dit Robert suavement. Il produisit ensuite une autre série de documents. Maître David a également découvert que Maya a eu une amitié de courte durée mais intense dans le système d'accueil avec une fille nommée Sarah Martin. Sarah, il s'avère, était une passionnée d'histoire. Elle était obsédée par les familles de la haute société parisienne, en particulier celles touchées par le scandale. Sa mère d'accueil confirme que Sarah tenait des albums remplis de coupures de presse sur la vie anachronique des élites de la ville. Les Sterling et l'histoire tragique de l'héritière fugueuse Liliane étaient ses sujets favoris. Il regarda directement Maya, ses yeux comme des éclats de glace. Sarah est morte d'une overdose il y a 3 ans, donc elle ne peut malheureusement pas corroborer cela. Mais la chronologie est convaincante. Vous apprenez les détails intimes de l'histoire de ma sœur par votre ami tourmenté. Vous connaissez l'existence du médaillon. Des années plus tard, vous trouvez une réplique convaincante chez un prêteur sur Gage. Vous travaillez dans l'un des restaurants les plus chers de la ville, un lieu de prédilection connu de ma mère. Vous attendez le bon moment, un anniversaire peut-être, pour mettre en scène votre petite performance. C'est une arnaque de longue haleine brillante. Je vous l'accorde. Chaque mot était un coup de marteau. L'histoire était si détaillée, si plausible dans sa cruauté qu'elle coupa le souffle de la pièce. Maya se tenait sans voix, son esprit tourbillonnant. C'était un mensonge, une fabrication complète, mais elle était construite avec un détail si méticuleux qu'elle en devenait suffocante. « Robert, c'est monstrueux », dit Hélène, la voix tremblante. Mais une graine de doute, froide et vénéneuse, avait été plantée. Elle regarda la déclaration sous serment, la photographie. Tout était si complet. « L'est-ce vraiment, Robert ?» demanda-t-il, pressant son avantage. Ou est-il monstrueux de s'en prendre à une mère en deuil, d'exploiter la tragédie d'une famille à des fins personnelles? Il se tourna de nouveau vers Maya. Maître David a même trouvé des relevés financiers. Un retrait en espèces de votre compte bancaire de 100 € 2 jours avant la date sur la déclaration de monsieur Finch. Pour 85 € plus la TVA, je présume. C'était vrai.
Maya se souvint avoir retiré cet argent pour ses livres de cours. Dans le récit de Robert, cette transaction innocente devenait une preuve accablante. Catherine, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Nous voulions te croire, ma chère, dit-elle, sa voix suintant une fausse sympathie. Mais les preuves sont tout simplement trop accablantes. Robert a fait cela pour protéger Hélène. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. » Hélène regarda du visage suffisant de son fils à celui, horrifié, de Maya. Son esprit était un champ de bataille. Son cœur, qui s'était si pleinement ouvert à cette fille, se contractait maintenant d'une terreur glaciale familière. La terreur d'être une dupe, la peur que son souhait le plus profond l'ait rendu aveugle. L'histoire de Liliane et Jacques ressemblait à un conte de fées, tandis que les preuves de Robert, les photos, la déclaration sous serment, les relevés financiers, ressemblaient à la dure et froide réalité du monde qu'elle connaissait. Est-ce que quelque chose de « tout cela est vrai » demanda Hélène, sa voix un murmure, ses yeux suppliant Maya de le nier, de lui donner une raison de se battre. « Non, rien de tout cela. Il invente tout » cria Maya, des larmes de frustration et de peur coulant sur son visage. « Le médaillon était à ma mère, l'histoire que vos enquêteurs ont trouvée. C'était ça, la vérité. Donc, une déclaration notariée est un mensonge, mais une histoire commode sur un artiste mort est la vérité, » ricana Robert. « Mère, il est temps de mettre fin à cela. C'est une menteuse talentueuse, mais la partie est terminée. » Le visage d'Hélène se durcit. L'espoir qui avait illuminé ses traits s'éteignit, remplacé par le masque glacial de la milliardaire qui avait été trahie une fois de trop. La douleur du départ de Liliane lui avait appris à ne faire confiance à personne, une leçon qu'elle avait stupidement oubliée. « Je veux que vous partiez, » dit Hélène, sa voix plate et dénuée d'émotion. Elle ne regardait pas Maya. « Quoi » haleta Maya, son sang se glaçant. « Grand-mère, Hélène, s'il vous plaît, vous devez me croire. »« J'ai cru à un fantasme, » dit Hélène, sa voix se brisant un instant avant de redevenir d'acier. Robert avait raison. J'étais vulnérable, et vous en avez profité. Faites vos valises. Charles vous ramènera d'où que vous veniez. Mes avocats prendront contact avec vous avec un arrangement pour assurer votre silence. N'essayez plus jamais de me contacter ou de contacter cette famille. Désespérée, Maya regarda la femme qu'elle avait vraiment cru être sa grand-mère, la femme avec qui elle avait partagé des larmes et des souvenirs. Elle ne vit aucune lueur de chaleur, seulement un mur de glace. Elle avait été jugée et condamnée dans un tribunal fantoche, sur la base d'un mensonge. Le cœur brisé, elle sentit une vague de désespoir l'envahir. Il ne s'agissait pas de l'argent ou du manoir. Elle avait perdu sa famille, une fois de plus. Sans un mot de plus, les larmes l'aveuglant, Maya se retourna et s'enfuit de la bibliothèque, le son du soupir triomphant de Robert résonnant derrière elle. Vaincue et anesthésiée par le choc, Maya rassembla les quelques affaires qu'elle avait apportées avec elle dans un petit sac. Les vêtements de créateur suspendus dans le dressing lui semblaient une moquerie cruelle. Elle enfila son propre jean usé et son t-shirt, les vêtements de Maya Vance, la serveuse de Saint-Denis. Le conte de fées était terminé, la fin aussi brutale qu'inattendue. Alors qu'elle attrapait son manteau, sa main frôla le médaillon, toujours suspendu à son cou. Une vague de colère et de désespoir la submergea. Ce petit morceau d'argent, son bien le plus précieux, le seul fil tangible la reliant à sa mère, avait été tordu en une arme contre elle, utilisée pour la poignarder au cœur. Dans son chagrin et sa frustration, elle le manipula, ses doigts maladroits. Le sac glissa de son épaule, heurtant le coin d'une lourde commode en chêne avant de s'écraser au sol. Il y eut un léger déclic. Maya regarda fixement le sol. Le médaillon, qui était cabossé et fermement scellé depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, s'était ouvert sous l'impact. Elle avait essayé de l'ouvrir un millier de fois dans son enfance, en utilisant ses ongles, même une petite épingle, mais il n'avait jamais bougé. Elle avait supposé qu'il était soit cassé, soit scellé de façon permanente. S'agenouillant, le cœur battant à tout rompre, elle le ramassa d'une main tremblante. À l'intérieur, une moitié était destinée à contenir une minuscule photographie, mais elle était vide, un cadre d'argent attendant un visage qu'il n'avait jamais reçu. L'autre moitié, cependant, contenait un minuscule morceau de papier plié de manière incroyablement serrée, jauni par le temps. Il était rentré derrière un minuscule rabat métallique. Son cœur martelait dans sa poitrine. Avec un soin infini, en utilisant la pointe de son ongle, elle sortit la minuscule lettre de sa cachette. Ses doigts tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine déplier le papier délicat, qui menaçait de tomber en poussière. L'écriture était petite et élégante, tracée à l'encre bleu fané. En lisant les mots, un sanglot étranglé s'échappa de ses lèvres. « Très chère maman, si tu lis ceci, cela signifie que je n'ai pas trouvé le courage de te le donner moi-même.
Ou peut-être que je n'en ai jamais eu l'occasion. J'espère que c'est la première option. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Je sais que je t'ai brisé le cœur, et le souvenir de notre dernière conversation est une blessure qui ne guérira jamais. Mais maman, s'il te plaît, sache que je ne suis pas parti parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je devais découvrir si je pouvais construire une vie basée sur un amour qui m'était propre. Et je l'ai fait. Son nom est Jacques, et c'est l'homme le plus gentil et le plus honorable que j'ai jamais connu. Il me fait me sentir vu. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons tout ce qui compte. Et maman, nous avons une fille. Elle s'appelle Maya. Elle est parfaite. Elle a ton esprit déterminé et les yeux doux de Jacques. Je te vois en elle chaque jour. Je lui ai donné le médaillon, notre saule pleureur, pour qu'un morceau de toi soit toujours avec elle, même si tu ne la rencontres jamais. Mon orgueil est un pauvre héritage de ta part. Je sais que c'est ce qui m'empêche d'appeler. Mais j'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner. J'espère que tu pourras rencontrer ta petite fille. Mon plus grand souhait est qu'elle connaisse la force et l'amour de la femme qui m'a élevé. Je t'aime pour toujours. Ta fille, Liliane. La lettre était le cri d'un fantôme, un message dans une bouteille qui avait enfin atteint le rivage après 25 ans. C'était une preuve indéniable, irréfutable. C'était l'amour, le pardon et la vérité, tout cela plié dans un minuscule carré. Un feu s'alluma dans l'âme de Maya, brûlant le désespoir et le remplaçant par une fureur juste. Il ne s'en tirerait pas comme ça. Robert ne gagnerait pas avec ses mensonges. Serrant la lettre et le médaillon ouvert dans sa main, elle sortit de la chambre en trombe. Elle ne courut pas à la bibliothèque. Elle savait exactement où Hélène serait. Elle traversa les couloirs silencieux et caverneux jusqu'à la véranda à l'arrière du manoir, le sanctuaire privé d'Hélène. Elle la trouva là, le dos tourné à la porte, regardant les jardins manucurés, les épaules affaissées par la défaite. « Je croyais vous avoir dit de partir, » dit Hélène, la voix lasse, sans même se retourner. « C'est vrai, » dit Maya, sa voix résonnant d'une puissance nouvelle qui fit sursauter Hélène et la fit se retourner. « Mais ma mère avait une dernière chose à vous dire. » Maya s'avança et tendit sa main ouverte. Dans sa paume reposait le médaillon ouvert et la minuscule et fragile lettre. « Le médaillon est tombé, » expliqua Maya, la voix tremblante d'émotion. « Il s'est ouvert. Il semble que ma mère était plus intelligente que nous tous. Elle savait que l'orgueil et l'argent pouvaient créer des mensonges, mais elle avait confiance que la vérité, sa vérité, serait protégée. » Hélène fixa le médaillon ouvert comme si elle avait vu une apparition. Ses yeux, magnifiés par ses lunettes de lecture, tombèrent sur l'écriture familière et élégante de sa fille. Sa main trembla violemment alors qu'elle tendait le bras et prenait la lettre. En la lisant, son sang-froid glacial fondit complètement. De grands sanglots secouèrent son corps. Les murs soigneusement construits des 25 dernières années, et les nouveaux érigés par les mensonges de Robert, s'effondrèrent. Les mots sur la page étaient la voix de Liliane, son âme parlant directement au cœur de sa mère à travers l'abîme du temps et de la mort. « Mon orgueil est un pauvre héritage de ta part. » La phrase la transperça jusqu'à la moelle. « Liliane, ô ma Liliane » pleura-t-elle, serrant la lettre contre sa poitrine. Elle leva les yeux vers Maya, ses yeux noyés de larmes de regret profond et d'amour débordant. « Ma petite fille, ma chère et courageuse fille, pourras-tu jamais pardonner à cette vieille folle ?» À ce moment précis, les portes de la véranda s'ouvrirent en grand. Robert se tenait là, un air de triomphe sur le visage qui se figea en voyant la scène devant lui. « Que signifie ceci ? Je lui ai dit de sortir, beugla-t-il. « Tu vas te taire, » rugit Hélène, sa voix résonnant de toute la puissance débridée de la matriarche Sterling. C'était une voix que Robert n'avait pas entendue depuis des années, et elle le stoppa net. Elle brandit la lettre. Les derniers mots de Liliane, Robert. Des mots que tu as essayé de réduire au silence avec tes mensonges dégoûtants et tes criminels payés. Tu n'as pas fait ça pour me protéger. Tu as fait ça pour protéger ton héritage de sa légitime héritière. Le visage de Robert devint blanc. C'est absurde. Cette lettre pourrait être un faux. Un faux ? Hélène rit, un son froid et tranchant. Écrite avec l'encre qu'elle préférait, sur le papier à lettres qu'elle me volait sur mon bureau, faisant référence à une conversation que seule elle et moi avons eue. Tu es un imbécile pathétique, Robert. Mais tu n'es plus une menace. Soudain, une autre silhouette apparut dans l'embrasure de la porte derrière Robert. C'était Charles, le chauffeur stoïque, mais son visage n'était plus impassible maintenant. Il était empreint d'une détermination sinistre, et à côté de lui se tenait M. Thomas, le majordome âgé de la famille, qui était avec eux depuis avant la naissance de Liliane. « Pardonnez-moi, Madame Sterling, » dit Thomas, sa voix tremblant légèrement avec l'âge mais ferme de conviction. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. J'appréciais beaucoup Mademoiselle Liliane.
J'ai surpris une conversation de M. Robert au téléphone avec cet avocat, Maître David. Il parlait de fabriquer un récit. J'ai pris la liberté d'enregistrer ces appels suivants. Thomas Brandy, un petit enregistreur numérique. Il détaille les paiements aux prêteurs sur gage et les instructions pour créer l'histoire sur la sœur de foyer. Tout est là. La trahison finale était absolue. Robert se tenait là, piégé et exposé. Sa propre conspiration mise à nu par le personnel loyal qu'il avait toujours négligé. L'empire qu'il avait comploté de contrôler lui glissait entre les doigts, dissous par la vérité contenue dans un minuscule morceau de papier plié. Le point culminant ne fut pas une joute verbale, mais un silence dévastateur et suffocant alors que son monde s'effondrait autour de lui. Les retombées furent rapides et impitoyables. Il n'y eut pas de licenciement spectaculaire, pas d'humiliation publique. Hélène Sterling géra la trahison de son fils avec la même précision froide qu'elle appliquait à une prise de contrôle hostile. Robert et Catherine furent exilés, non pas du nom de famille, mais de son cœur et de son pouvoir. Ils furent démis de leurs fonctions au conseil d'administration de Sterling Corporation, leur accès aux comptes principaux gelés, et ils furent relégués dans une propriété familiale éloignée en Sologne. On leur laissa leur titre et une allocation généreuse mais fixe, les condamnant à une vie d'inutilité luxueuse. Les enregistrements de Thomas ne furent pas divulgués à la presse, mais conservés par Hélène comme une garantie permanente de leur docilité. Leur cage dorée venait de devenir beaucoup plus petite. Dans le calme qui suivit, le grand hôtel Sterling commença à se transformer. Pour la première fois en 25 ans, il commença à ressembler à un foyer. Les lourds rideaux furent ouverts, laissant entrer la lumière. L'odeur de fleurs fraîches remplaça le parfum stérile de la cire. Les sons de conversation et parfois même de rires discrets commencèrent à résonner dans les salles de marbre. La relation entre Hélène et Maya ne fut pas un conte de fées au bonheur instantané. Ce fut un processus de guérison lent et délicat. Il y avait des décennies de douleur et de malentendus à déballer. Hélène dut affronter le coup terrible de son orgueil, et Maya dut apprendre à faire confiance après une vie d'instabilité et une trahison brutale et aiguë. Elles commencèrent par le passé. Ensemble, elles parcoururent la chambre de Liliane, non plus comme un sanctuaire poussiéreux, mais comme une célébration de sa vie. Elles encadrèrent ses meilleurs croquis, qui furent ensuite accrochés dans la galerie principale de la maison, déplaçant les sombres portraits d'ancêtres Sterling morts depuis longtemps. Elles trouvèrent les vieux journaux de Liliane, et à travers ses propres mots, Maya apprit à connaître la mère vibrante, passionnée et parfois têtue qu'elle avait perdue. Hélène, à son tour, commença à céder le contrôle. Elle vit en Maya non pas un remplacement de Liliane, mais une continuation de ses meilleures qualités. Son âme d'artiste, sa résilience, son puits profond d'empathie. Mais Maya possédait également un pragmatisme tranquille et une perspective ancrée qui venait d'une vie de lutte, des qualités dont l'Empire Sterling avait désespérément besoin. Maya n'adopta pas immédiatement une vie de loisir. Elle insista pour terminer son diplôme à l'IUT, bien que maintenant elle y soit conduite par Charles dans la Rolls-Royce, au grand étonnement de ses camarades de classe. Elle commença à passer des après-midi avec Hélène et le directeur financier de l'entreprise, apprenant les subtilités du vaste empire commercial dont elle était maintenant destinée à hériter. Elle montra une aptitude surprenante pour la branche philanthropique de la société, rédigeant immédiatement des propositions pour de nouvelles initiatives visant à soutenir les artistes issus de milieux défavorisés et à réformer le système de l'aide sociale à l'enfance qu'il avait façonné. Elle ne voulait pas effacer son passé, elle voulait utiliser son nouveau pouvoir pour l'honorer. Un après-midi d'automne vif, environ 1 an après leur rencontre tumultueuse, Hélène et Maya se tenaient devant une nouvelle pierre tombale dans le caveau familial. Elle était simple et élégante, en marbre blanc. On pouvait y lire « Liliane Sterling Sullivan et Jacques Sullivan. Ensemble, dans l'art et l'amour ». Elles avaient fait déplacer les restes de Jacques pour qu'il repose à côté de sa femme. Maya plongea la main dans sa poche et sortit le médaillon. Après de longues discussions, elles avaient décidé de faire réparer la minuscule bosse par un maître artisan. Il était maintenant poli et parfait, le saule pleureur brillant au soleil. « Elle serait si fière de toi, » dit Hélène, sa voix douce, sa main reposant sur l'épaule de Maya. « Elle serait heureuse que tu m'aies trouvé, » répondit Maya, s'appuyant contre sa grand-mère. Elle n'avait pas effacé le chagrin du passé, mais elles avaient refusé d'être définies par lui. L'héritage de la famille Sterling n'était plus seulement une question de richesse et de pouvoir. C'était une question de résilience, de pardon et de la force durable d'un amour qui pouvait survivre même à la mort. Le saule pleureur sur le médaillon n'était plus seulement un symbole de tristesse, mais celui d'un arbre généalogique qui avait été brisé et qui, contre toute attente, avait repoussé, plus fort et plus profondément enraciné que jamais. L'avenir n'était pas une garantie, mais pour la première fois depuis très longtemps pour la maison Sterling, il était lumineux. L'histoire d'Hélène et Maya est un rappel puissant que la famille n'est pas seulement une question de nom partagé, mais des fils d'amour et de vérité qui nous relient à travers les générations.
Elle nous montre qu'une richesse inimaginable ne peut vous protéger d'un regret profond et que la vraie force vient souvent de la vulnérabilité et du courage de réparer nos propres torts. Leur voyage d'un passé douloureux à un avenir plein d'espoir prouve qu'il n'est jamais trop tard pour une seconde chance et que parfois, les héritages les plus précieux ne sont pas faits d'or ou d'argent, mais des histoires et des souvenirs que nous nous battons pour garder vivants. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a rappelé l'importance de la famille et du pardon, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui apprécie une histoire d'espoir et de rédemption. Et pour plus de drames de la vie réelle qui découvrent les secrets extraordinaires cachés dans des vies ordinaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de votre écoute.